Bonjour et bienvenue à cette édition 2021 de Regard Noir. Nous accueillons un écrivain qui est américain, natif d'Indianapolis. Excusez-moi. Vous avez grandi à Saint-Louis, dans le Missouri, mais vous êtes parmi tous les écrivains de cette édition, vous êtes le régional de l'Étape, puisque vous êtes charentais. Depuis 15 ans, on reviendra sur les péripéties de votre vie qui vous ont conduit à vous installer dans un village de Charente. Mais pour l'heure, nous allons remonter le cours de votre vie, comme vous avez remonté le cours du fleuve Mississippi. C'était en 1998. Ça donne un livre absolument formidable qui s'appelle Mississippi Solo, qui est sorti à la rentrée 2020 chez Eliana Lévy. Un livre d'ailleurs très étonnamment qui est culte aux États-Unis. Or, ça a été le dernier traduit en France, quand il y en a eu plein d'autres. Comment vous expliquez ça? C'est les bizarreries de l'édition française qui ont fait que ce livre ne sort que maintenant? Il y a deux choses. Déjà, j'ai fait le voyage en 85, pas 88. Le livre est sorti en apparu en 88. Il y avait 3 ans d'écriture et la recherche d'une maison d'édition. Pourquoi maintenant et pas avant? Je pense que puisqu'il y a dans les éditions françaises, je crois, une sorte de fidélité entre l'écrivain et la maison d'édition. Et puisque le dernier livre que j'ai fait publier ici était en, je ne sais pas quand, 2010 peut-être, Liana a décidé de, je ne sais pas si ça marche en français, de chum le public, de donner quelque chose à manger au public en attendant le prochain livre qui maintenant va sortir l'année prochaine, peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine, qui va parler de du deuxième voyage que j'ai fait le long du Mississippi en canoë. Et ça, c'était en 2014. Parlons du premier voyage, donc, qui a eu lieu en 1985. Essayez de nous décrire le jeune écrivain en devenir que vous étiez. Donc en 1985, vous aviez 29 ans. Et vous étiez déjà un grand voyageur, mais quelque chose s'est révélé. D'abord, une plume très exceptionnelle en littérature, la vôtre, et puis un rapport à la nature que vous n'aviez peut-être pas eu lors de vos précédents voyages. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce voyage et dans cette écriture qui n'existaient pas avant. Oui, en 85, j'étais déjà un écrivain, mais pas un écrivain publié. Donc un écrivain qui avait en 85 une machine à écrire, et j'ai écrit beaucoup. Et je pense que dans cette écriture, c'est l'entraînement qui finalement fait qui réussit avec Mississippi Solo. Donc je me suis découvert dans le voyage en tant que naturiste ou une personne qui adore la nature, mais aussi en tant qu'écrivain pendant l'écriture du livre. D'accord. Vous parlez très très bien français, mais naturiste, c'est ceux qui se mettent tout nus. Alors, je ne sais pas si c'est votre... J'étais tout nu dans le canoë aussi. mais je pense que c'est pas ce que vous... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais si ça marche, ça marche. Donc, je n'étais pas un nature boy. Quand j'étais jeune, j'étais citadin, j'ai passé pratiquement tout mon temps dans les villes, dans les grandes villes, et même quand je voyageais, c'était plutôt à Paris, à Berlin, à Rome. J'étais attiré plus par les grandes villes avant de faire ce voyage. Et ce voyage a changé beaucoup de choses dans moi, et parmi eux, une admiration et un amour pour la nature. Et ce qui est fou, c'est que donc c'est un exploit que vous avez réalisé, puisque vous avez donc remonté de l'amont à l'aval, je prononce bien dans le bon sens, 4000 kilomètres du fleuve, le Old Man River, tel est son surnom, qui est un exploit qui n'avait pas été réalisé par d'autres, maintenant qu'il est, depuis que vous avez raconté cette aventure dans ce livre. Or, quand vous êtes
parti sur votre petit canoë. Vous étiez un pagayeur très inexpérimenté. Quelle drôle d'idée quand même. C'est une idée absolument folle. En regardant vers le passé, le jour où j'ai décidé de faire ça, maintenant je me demande si je n'avais pas fait pour la première fois, est-ce que je le ferais maintenant? Et je pense que non, sachant à quel point c'est dangereux, à quel point j'étais inexpérimenté, à quel point je connaissais absolument rien, je ne savais pas. Bon, je n'avais pas l'expérience, pas seulement dans le canoë, mais aussi en camping. Donc, de lancer la tente, faire un feu, faire à manger avec un feu complètement dans la nature comme un naturiste. Ça, c'était pas une partie de l'exploit, de l'aventure aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses de la nature, de l'exploit, de moi-même. Ça faisait qui je suis devenu. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que ce n'est pas simplement un exploit qui est individuel. C'est qu'en descendant ou en remontant, enfin, je ne sais pas si vous l'avez descendu ou remonté le fleuve. Si j'avais remonté le fleuve, j'aurais beaucoup plus de muscles. Donc en fait, je suis descendu. Pardon. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce livre est d'un genre très particulier, puisque c'est à la fois un journal de bord, mais c'est également une incursion dans l'imaginaire et l'histoire des États-Unis. Parce que ce fleuve est fondateur de l'histoire des États-Unis. D'abord parce qu'il traverse des États peut-être 5, 6, peut-être même 10. Et comme vous êtes très érudit, vous racontez comment ce fleuve a pu changer de physionomie et puis ce qu'il a représenté dans la littérature. Bon, on pense à Mark Twain, bien évidemment, mais vous, quelle image vous en aviez de ce fleuve, sachant que vous avez grandi juste en face? Oui, mais ça change beaucoup de choses, parce que pour moi, ce n'était pas le fleuve du mythe avant de faire le voyage, ou avant d'écrire le livre, en fait. Parce que quand j'étais jeune, c'était quelque chose que j'ai vu souvent, très très jeune, pratiquement tous les jours. Donc j'avais une relation avec ce fleuve, comme si j'étais le fils d'un acteur ou d'un musicien ou autre chose, très célèbre. Pour moi, il serait seulement mon père. Mais là, c'était juste mon fleuve, large, grand, dangereux. Tout le monde en parlait comme si c'était quelque chose à éviter. Et en fait, le moment de faire ce voyage, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser différemment au Mississippi. Et surtout après. Parce qu'en écrivant le livre, je découvre ce que j'ai fait et pourquoi. En descendant, c'était l'exploit physique, c'était une activité dure et qui créait des doutes dans ma tête. Mais c'était à la fin du voyage, en écrivant le livre, que je m'explique le pourquoi et le comment et tout ce qui était autour du fleuve Mississippi. Et c'est là que je découvre, je savais bien sûr le fleuve de Mark Twain, Huckleberry Finn, Life on the Mississippi. Je savais que le Mississippi était tellement important au développement du pays que ce n'était pas juste mon fleuve ou un fleuve. Mais en écrivant le livre, je découvre des choses en fouillant dans ma mémoire, mais aussi dans l'histoire. Pour avoir quelque chose à écrire, il fallait chercher un peu plus loin, plonger un peu plus profondément dans moi. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on part plein d'appréhension, le lecteur peut-être plus que vous-même. Or, c'est un livre qui est très optimiste. Donc, il y a une scène où il y a deux racistes qui sont très antipathiques, comme tous les racistes. Mais finalement, toutes les rencontres que vous faites le long du fleuve sont quand même très agréables. Et c'est vrai qu'on est surpris de découvrir qu'il y a une hospitalité très forte qui reste pour les nomades. Pour les nomades et pour les autochtones aussi, pour les gens qui sont... Bon, un grand problème que j'ai en tant qu'écrivain, en tant que noir américain qui écrit, est que je suis un peu trop optimiste, un peu trop naïf,
un peu trop calme, trop cool, trop généreux. Et je cherche la générosité, je ne cherche pas le conflit, je cherche toujours ce qui est bien dans la vie. J'ai un nouveau dicton que j'ai découvert en parlant aux étudiants dans les classes ici et ailleurs, que la vie est simple. Il faut éviter les cons et graviter vers les non-cons. Donc pour moi, ça facilite tout. Et quand je suis sur le fleuve ou ailleurs, les gens qui sont généreux, ils viennent vers moi ou je viens vers eux. Et on a cet échange, un échange de quelque chose. Je donne quelque chose, je reçois quelque chose. Ou je reçois quelque chose et je donne quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est que je donne ou même parfois que je reçois. Mais en entrant dans une rencontre comme ça, ouverte, espérant ou attendant le meilleur, je pense que c'est pour cette raison que je le reçois. Vous dites que vous êtes le fils de parents qui ont été très aimants et très confiants et qui vous ont vraiment laissé libre. C'est-à-dire que dès l'âge de 16 ans, vous êtes parti seul l'été en Californie. L'été suivant, vous aviez pris un pass Greyhound, pour circuler en bus dans tout le continent, enfin dans toute l'Amérique du Nord. L'été de vos 18 ans, c'était tout un tour en Europe. Qu'est-ce que vous cherchiez? C'est vrai que j'ai l'impression que vous affinez actuellement votre discours, qui est de dire tous mes livres, toute ma vie, ça a été une quête personnelle de savoir qui je suis à travers « je suis noir », oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis davantage que noir. C'est une phrase qui revient souvent dans vos livres. Être davantage que noir. Oui, davantage que noir, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je ne suis pas seulement noir. Donc peut-être que ça retombe sur la même chose. Mais quand on me voit, trop facile de tomber dans le cliché, un homme noir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui me voit et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Je suis noir, je suis grand, je suis chauve, j'ai ma barbe un peu farfelue, blanc et je suis beaucoup de choses. Mais quand une personne me voit, la raison ou le fait qu'il voit une personne noire me rend noir. S'il était aveugle, s'il y avait une capuche ou quelque chose pour couvrir les yeux, s'il ne me voyait pas, je serais juste une autre personne devant lui. Donc le fait que je suis noir, ouais, c'est important. Dans cette société de 2021, occidentale, c'est très important. Mais dans ma vie personnelle, pour être noir, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'aime certaines choses, que je n'aime pas certaines choses, tomber dans le stéréotype, le cliché. Déjà, je refuse de le faire. J'aime les choses que j'aime, je déteste les choses que je n'aime pas. Je gravite vers les choses qui m'attirent et j'évite les cons et les choses que je n'aime pas. C'est absolument facile et c'est moi qui définis qui je suis. Je ne me laisse pas être défini par d'autres personnes. Et les gens qui veulent me définir selon leurs critères d'être un noir ou qu'est-ce que c'est un noir, je les évite aussi. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, enfin, que c'est, comment dire, une condition ou une essence à laquelle on vous renvoie, mais que vous-même êtes très peu taraudé par cette question. Or, plusieurs de vos livres sont aussi une investigation familiale. Par exemple, dans un de vos livres, vous retrouvez des papiers dans une mairie de votre arrière-grand-père qui était donc un esclave lettré qui savait lire. Vous avez vécu pendant 2 ans dans le quartier d'Harlem, justement pour comprendre, puisque c'est l'épicentre de la culture
afro-américaine. Donc, vous avez été taraudé par cette question. Et même quand on va chez vous, je sais que vous avez délesté votre bibliothèque il y a peu de temps, mais il y a beaucoup de rayonnage chez vous. C'est James Baldwin, des réflexions sur la race, sur l'histoire, sur les relations entre les Juifs et les Noirs aux États-Unis, Webb Dubois. Donc, c'est quelque chose que vous avez dépassé maintenant, mais qui vous a quand même travaillé. Oui, ça me travaille peut-être parce que, de même façon, quelqu'un m'a demandé ce matin, est-ce que j'ai écrit sur ma mère? Et la réponse est non, je n'ai jamais écrit vraiment au sujet de ma mère. Mais j'écris beaucoup sur mon père. Ma mère était toujours avec moi. Mon père, en tant qu'ouvrier, en tant que personne qui fait son boulot pour nourrir et protéger la famille, il n'était pas toujours présent. Donc je gravitais vers lui pour comprendre qui il était. Et peut-être dans mes écrits, même dans mon questionnement, je cherche de savoir est-ce que j'ai raté quelque chose en étant pas si noir que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment noir à approfondir dans ma vie personnelle? Donc je cherche qui je suis à travers cette question de race, parce que je sais que la question est importante dans le monde. Et en même temps, il faut montrer, et si je dis dépasser la négritude, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de négatif dans la négritude. Mais comment vivre une vie saine, sans rancune, et très bien, en étant noir dans ce monde où la négritude est souvent méfiée, pas appréciée. On poursuivra sur ce thème-là, mais vous parlez de votre père et vous en parlez très bien dans ce livre Jupiter et moi. C'est un très très beau livre qui est sorti en poche. Une anecdote sur lui. C'est lui qui a choisi votre prénom. Dites... Racontez-moi l'origine de ce prénom. Bon, un jour, il allait à l'école, il avait peut-être 8, 9, 10 ans. Dans sa classe, il y avait 3 garçons issus de le même grand-père ou arrière-grand-père, je ne sais pas qui avaient le même... Donc les 3 garçons, cousins tous, avaient le même prénom, Samuel Harris. Et l'instit demandait une façon de distinguer l'un de l'autre. Donc, vous revenez demain avec un deuxième prénom. Tout le monde a un deuxième prénom. Reviens demain avec vos deuxième prénoms. Mon père, en passant entre 2 maisons, il entendait un couple qui était en train de faire l'amour. La fille criait en extase. Eddie, 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 Eddie. Et mon père a dit, ah, donc, voilà mon deuxième prénom, je vais capter ça. Et le lendemain, il était allé à l'école, il a donné ce nom, et le nom est resté avec lui. Je ne suis pas du tout sûr si c'était son vrai deuxième prénom, s'il avait un autre deuxième prénom. Mon père montait à 3 tours de roue, ou trouve une expression, je ne sais pas, mais il montait beaucoup. Ah. Là, parce qu'on dit comme un arracheur de dents, mais enfin moi je ne sais pas si les dentistes mentent beaucoup, mais il faut croire qu'ils ont. Là, vous parlez quand même extrêmement bien français. Enfin, vous êtes là depuis un certain temps et vous avez vécu dans plein d'endroits. Mais vous maîtrisez également l'italien, vous maîtrisez l'espagnol et vous apprenez le hongrois. Est-ce qu'il y a une compréhension de l'altérité qui passe à travers la connaissance des langues? L'altérité, la connaissance de l'autre à travers les langues? Je pense que la langue, c'est une entrée vers l'autre. Pas seulement, mais c'est une façon de connaître la culture mieux que si on reste à l'extérieur. Les Anglais qui habitent en Dordogne, par exemple, qui refusent de parler français, je pense qu'ils ratent quelque chose parce qu'ils ne sont pas vraiment dans la France.
Ils sont ici sans être vraiment ici. Et quand je voyage, oui, bien sûr, je peux avoir des conversations en anglais parce que l'anglais est maintenant la lingua franca. Tout le monde en parle. Tout le monde parle. Et donc, je peux facilement survivre partout uniquement en anglais. Mais le moment que je dis que ce nomme en hongrois, les Hongrois, sachant qu'il n'y a personne hors le pays qui parle hongrois, les yeux commencent à briller. Et je dis une autre chose, et ça ouvre. Tu vois dans le visage des gens le visage qui s'ouvre, et ça ouvre aussi les portes entrant dans la vie de cette personne ou dans la culture. Et même si c'est juste un peu d'italien, un peu d'espagnol, un peu d'allemand, ça ouvre quelque chose et ça donne l'occasion de manger quelque chose avec une personne aussi, parce que ça, c'est la deuxième clé à la culture. La langue et la bouffe. Voilà. Oui. Et quand je voyage souvent pour manger. Pas seulement pour connaître les lieux, mais je suis beaucoup dans les restos, dans les cafés, parce que c'est là où la vie quotidienne se passe. Alors, moins maintenant. Oui, moi maintenant, c'est triste. Même d'être à Paris actuellement, c'est triste. Mais ça fait partie de la culture parisienne. Les cafés, les bons restaurants, et si on ne peut pas le faire, la vache, ça brise mon cœur. Ouais. Ce qui est très étonnant, c'est que durant, je ne sais pas, vous avez maintenant 64 ans. 5 Ah, 65, pardon, j'ai raté. Un anniversaire, joyeux anniversaire, je ne sais pas quand c'était, j'en ai raté un. C'est que durant 30 ans, vous avez vécu vraiment partout. Vous aviez une habitude qui était de louer des meublés pour des courtes durées. Comment tu sais tout ça? Mais je te connais. Donc la Suède, l'Angleterre. Et comment se fait-il que vous vous êtes fixé finalement? Nous allons parler de ça parce que maintenant vous êtes charentais et que l'un de vos livres, en plus en 2008, a reçu le prix Poitou-Charentes. Je pense que dans tous mes périples, dans tous ces voyages, pas seulement j'ai la bougeotte. Peut-être je cherchais quelque chose. Et si je cherche quelque chose, peut-être ce quelque chose était mes racines. Mes racines, j'ai voyagé partout en Afrique, plusieurs fois après le grand voyage, mais plusieurs fois depuis, je ne trouve pas mes racines en Afrique. Les États-Unis, où je suis né, où j'ai grandi, oui, mes racines étaient aux États-Unis, mais ils étaient tellement allongés que je ne sens pas la terre des États-Unis. Allongés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, ils étaient comme ça avant et après, très longs. Ils sont devenus très étendus. Ah, très étendus, ouais. Et en venant ici, en Charente, où j'ai atterri pour 6 mois, je pense que j'ai trouvé en fait mes racines. Ou peut-être j'ai planté mes racines ici. Pour la première fois, je trouve un endroit où je me sens très, très bien, au point où je n'ai pas envie de repartir. Et même si je voyage toujours, je suis toujours en vadrouille, je vagabonde partout quand je peux, mais avec ce chez moi, j'ai un endroit où je peux revenir. Et peut-être c'est une partie de ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que vous étiez parti pour peu de temps et que finalement, tous ces gens qui vous ont voulu du bien, qui vous ont piégé par leur gentillesse, ouais. Ça a été un traquenard finalement pour que vous restiez dans ce bourg qui s'appelle Pronzac, dans le canton du Val-Tardoire. C'est horrible, parce que l'idée n'était pas de rester si longtemps, mais j'étais pas seulement bien accueilli, mais adopté par mes propriétaires et finalement adopté par le village. Je suis tellement en fixture dans le village que quand je ne suis pas là, les gens ils se demandent où je suis et quand je reviens, c'est comme si le fils prodigue revient à la maison. Et c'est absolument dingue.
Et donc, avec cet amour, c'est le piège d'amour. Avec cet amour, comment je peux partir, vivre ailleurs? Et trouver peut-être la même chose. Parce que bien sûr, j'ai la liberté de partir vivre. Et peut-être d'ailleurs mieux, parce que dans un article de Rolling Stone il y a peu de temps, vous reconnaissez à juste titre que votre maison est un peu pourrie. Même beaucoup pourrie. Voilà. Mais voilà. C'est ma maison. Et ça change tout. Et même si il y a des fuites, quand il pleut, il y a des fuites, il y a des odeurs d'égout de temps en temps, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, les ondulations au sol. Oui, elle est très bruyante, elle est dans un centre-bourg. Dans le centre du bourg, les camions et les tracteurs passent. Donc, ce n'est pas l'endroit idéal. Les gens sont très gentils, mais ils viennent fréquemment toquer à votre porte. Or, vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même être tranquille. Et ils viennent toquer tout le temps. Oui, mais il y a la tranquillité et la tranquillité. Donc, sachant qu'ils sont là et ils osent de frapper à la porte ou quand les portes-fenêtres sont ouvertes, juste de jeter une tête dedans pour voir si Eddie est là, c'est embêtant en même temps que rassurant. Puisque ce sont des gens que j'aime, ce n'est pas vraiment un grand problème. Mais oui, je cherche la tranquillité et quand j'ai envie d'être vraiment seul, écrire, je dois partir. Je pars, je prends une autre location meublée, je reste quelques mois et j'écris. Je m'isole et j'écris. Parce qu'on parlera de de la deuxième traversée du fleuve que vous avez réalisé en 2015. Mais juste pour conclure sur cet attachement à la Charente, vous dites que la mer vous intéresse peu, vous aimez être dans les terres et que finalement le Bandia, qui est le nom du ruisseau, une rivière qui traverse votre village, et l'environnement fait de champs de blé et de maïs, vous rappelez le Missouri où vous avez grandi. Oui. Quand on quitte Saint-Louis et traverse l'État de Missouri vers Kansas City, il y a des ondulations c'est très vallonneux, c'est très beau. Il y a des vignes, il y a des champs de maïs et les champs de blé. Et là, en Charente, je vois les champs de maïs, les champs de blé, les vignes. Je suis un peu déraciné du Missouri, mais enraciné en Charente avec quasiment la même chose. Mais meilleur, parce que le vin est meilleur, le maïs, je ne sais pas, mais le blé fait un meilleur pain. Et je pense que je suis mieux ici parce que les choses que j'ai laissées derrière moi là-bas, je trouve ici, mais en plus. Et en descendant de mon petit village vers le sud un peu, et pas beaucoup, je suis en Dordogne, et là, je tombe dans la bouffe extraordinaire. Foie gras. Foie gras, confit, les vins de Bergerac, les vins de Pécharmont, pas loin de Cahors. Je parle beaucoup du vin, mais c'est une passion et j'adore. Une bonne raison d'être là, et si je passe un peu à l'ouest, je suis en Cognac et ça aussi, j'apprécie beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, il y a eu beaucoup de débats portant sur des crispations identitaires, sur les discriminations raciales, et puis effectivement une sorte de xénophobie alimentée par le populisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Dans votre livre, dans votre bibliothèque, j'ai vu un des ouvrages qui est un peu un classique qui est paru ces dernières années,
qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un Français ?» de l'historien Patrick Veil. Je présume que si vous l'avez gardé, c'est que vous l'avez lu. Est-ce que vous partagez les conclusions de Patrick Veil? Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, de cette question? Qu'est-ce qu'un Français? Bon, j'ai lu le livre il y a très longtemps maintenant, et c'est une question que je me pose souvent sur toutes sortes d'identités, pas seulement en français, mais en américain, ou en noir, ou en rempli le blanc. Je ne sais pas. Et quand je dis que je suis plus que noir, par ça, je veux dire que je suis qui je suis de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, je reste américain. J'ai un passeport américain uniquement. Je n'ai pas pris la nationalité française. Je ne sais même pas si je pourrais ou si je voulais. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'un Américain qui habite en France, qui parle pas mal le français, qui adore sauf les andouillettes, tout ce qui est la bouffe française, est-ce que je suis français en faisant comme les Français? Et si un jour j'ai déménage en Italie et je fais comme les Italiens, est-ce que je serai italien? Qu'est-ce que c'est la question d'identité? Qui suis-je? Donc pour moi, ni l'un ni l'autre compte pour rien. Je suis Eddie Harris, je suis né aux États-Unis, j'habite en Charente, j'avais ces deux parents aimants, un frère que je déteste, qui m'aime énormément, une famille très solidaire, qui était la meilleure famille au monde, qui a créé cette personne qui a la capacité de voir les choses, même les mauvaises choses, avec un œil plutôt optimiste, qui a évité la malheur du monde, pourquoi je ne sais pas, et qui il est sans crainte, sans contrainte, sans se faire définir par les autres. Le fait que je suis noir, par exemple, ne veut pas dire qu'il y a certains types de musique que j'aime, ou d'autres musiques que je n'aime pas. Il me semble que vous êtes très porté sur l'opéra. Très sur l'opéra. Verdi. Verdi, Mozart, Puccini, Gluck. J'aime l'opéra. Et je voyage souvent pour aller à l'opéra. Je suis allé dans une petite bled en Roumanie il y a 1 an, ou presque il y a 2 ans maintenant, pour écouter Nabucco. Parce que Nabucco, j'adore. Et je ne l'avais jamais vu. J'ai entendu, j'écoute souvent, et je ne l'avais jamais vu. Et j'ai décidé un jour, il était dans ce théâtre, cette salle d'opéra, ouais, avec pas mal de voyages. Bon, Paris, Belgique. Bucarest? Non, pas Bucarest, mais dans la ville elle-même, dont le nom j'ai oublié. Mais en tout cas, je suis allé juste pour aller à l'opéra. J'ai passé 3 jours et je fais le retour. Et si j'avais la possibilité d'aller à la Scala à Milan, je ferais la même chose. Donc oui, je suis très attiré par l'opéra. Il n'y a aucune personne qui peut m'empêcher de le faire. Ah oui, oui. Non, mais quand on reste dans le stéréotype et dans le cliché, les Noirs qui aiment l'opéra, oh la vache. Et souvent, je suis le seul quand je suis là. Mais je m'en fiche. Donc, ce livre raconte, donc, je le montre parce que j'aime faire mon Bernard Pivot, raconte donc une traversée de 1985, donc paru en 1988. Et donc, vous avez récidivé l'exploit en 2014. Est-ce que c'était pour vous rendre compte si vos muscles étaient encore jeunes ou pour prendre le pouls de l'Amérique et de voir son évolution et votre évolution personnelle? Récidiver, waouh, ça c'est un mot. C'est un très joli mot. N'est-ce pas? Oh là là. Non, la raison en fait de faire le deuxième voyage, pas seulement je voulais faire le voyage, mais avec un aspect différent parce que j'ai fait un film documentaire avec. L'idée était de faire ce documentaire avec un œil sur l'Amérique qui était presque, pas exactement, mais on sentait que c'était l'Amérique de Donald Trump.
que Donald Trump, même s'il n'était pas un candidat, surtout pas encore le président, mais il était dans l'horizon. Et le sentiment de Donald Trump était sur l'horizon. Donc je voulais faire ce voyage pour voir, oui, si les muscles fonctionnent toujours, si l'âge était incapacitant, si je pouvais le faire, mais aussi pour voir si l'Amérique était en train de changer pour le pire vers Donald Trump, ou l'Amérique que j'ai trouvée à Mississippi Solo. Est-ce que j'allais trouver Mississippi Solo dans Mississippi Solo 2? Politiquement, l'Amérique a changé. Il a viré vers ces gens de trumpisme et de QAnon et tout ce qui est malsain aux États-Unis. Mais bizarrement, et je ne sais pas si ça c'est dû au fleuve lui-même ou une question tout simplement d'un individu face à un autre individu. Et je pense que c'est plutôt ça. Politiquement, les gens pensent comme le groupe. Individuellement, ils pensent comme Eddie Harris, comme Joe Blow, comme Jean-Pierre Williams ou l'individu. Et je pense que si on pouvait faire un voyage comme ça, éteindre la télévision, sortir de la maison, sortir de la bulle, rencontrer les gens, un sur un, je pense que la politique changera. On vivra des choses complètement différemment. Ce qui est très optimiste, mais vous êtes un homme très optimiste, c'est que le mandat de Trump a été une catastrophe morale, politique, sur les valeurs. Et en même temps, vous dites que si on fait 2 pas en avant et un en arrière, et c'est ce qu'on a vu, Black Lives Matter, mais avec beaucoup effectivement de xénophobie, vous dites que les choses progressent quand même, que les choses progressent. Moi, je pense que les choses progressent, mais ça, c'est mon naïveté peut-être et mon optimisme. En même temps, je pense que Donald Trump était le meilleur président pour son temps. Et pas meilleur au sens où il a mené le monde vers quelque chose de meilleur, mais dans le sens où il a retiré les écailles des yeux des gens. Et on voit maintenant, certains voient maintenant à quel point la société américaine est en faillite, est malsaine. Et il faut faire quelque chose, parce que si on ne rien fait, si on ne fait rien, là, le pays va se fondre. Il y a un problème et c'est comme un cancer, si on ne faire sortir ce cancer, si on ne fait une opération grave parfois, le cancer va manger le reste du corps et la mort suit. Et tu dis que je parle bien le français? Très bien. Très bien. Alors, votre prochain livre, donc, ça sera Mississippi Solo 2. Oui. Et j'ai lu que vous aviez un projet de tourner autour d'une réflexion personnelle, le suivant donc, qui sera « Pourquoi moi ?» Oui. Et dans le « Pourquoi moi », dans cette question, souvent quand on entend « Pourquoi moi », c'est avec un sens négatif. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu cet accident? Pourquoi j'ai pas plus d'argent? Pourquoi je ne peux pas? Ou pourquoi j'ai subi ceci? Donc, mon pourquoi moi, c'est pourquoi je vis cette vie extraordinaire. Cette vie, j'ai pas d'argent. J'ai une maison pourrie. Et je voyage quand je veux, je mange même peut-être trop, je mange bien, je bois bien, je bois peut-être beaucoup aussi. Mais j'ai une vie où j'attire les très belles choses. Qu'est-ce que je donne pour recevoir ça? Ça aussi, mais autre chose
les gens, tout le monde ne sait pas que j'ai écrit ça. Ouais. Mais même s'ils ne savent pas que j'ai écrit ça, il y a quelque chose dans l'écriture de ça qui est dans moi, qui est dans chaque rencontre, peut-être. Donc, je donne quelque chose, je mets ce quelque chose sur la table. Une personne le prend ou l'accepte ou donne quelque chose au retour. Et le retour que j'ai est pratiquement toujours de belles choses. Et j'essaye de vivre ma vie selon cette optique. Sachant que à chaque moment de ma vie, j'ai un choix. À gauche, à droite. Si je passe à gauche, je ne peux pas retourner et faire à droite. Donc, à chaque moment, il y a un point d'inflexion qui change le reste de ma vie. Je rate le train parce que j'aide systématiquement une vieille dame ou une dame qui a trop de bagages. Je m'en fiche du train. Donc peut-être dans Mississippi Solo, dans mon comportement avec des gens et dans le fait que je n'ai pas peur de rater le train si j'ai l'occasion d'aider quelqu'un. Peut-être ça joue dans ce que je reçois dans ce monde. Je ne sais pas, mais je veux explorer cette idée et peut-être écrire un livre sur le sujet. Peut-être, il faut le faire. Non, oui, mais j'ai commencé ce livre, mais est-ce que je vais aboutir? Parce que c'est un sujet qui est très personnel, je ne suis pas trop nombriliste. Oui, mais par ailleurs, vous êtes surdoué, mais peu productif. Parfois, vous écrivez pas beaucoup. Voilà on aimerait bien, mais ça date de 88. On aimerait bien avoir beaucoup plus de livres. Oui. Alors. Si on me demande qui était une question qui m'a été posée une fois, ou deux, ou 10, est-ce que vous êtes un écrivain? Et si vous êtes un écrivain, et si vous n'étiez pas capable d'écrire, est-ce que vous mourrez? Mourrez. J'écris. Je suis un écrivain, mais ce n'est pas la seule chose que je fais. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'aider cette vieille dame avec son bagage, je le ferai. Quand j'ai l'occasion de manger avec des amis, je le ferai. Quand j'ai l'occasion de faire autre chose, malheureusement, j'ai eu une tendance de faire cette autre chose au lieu de me mettre derrière mon carnet avec mon crayon. J'ai envie de vivre une vie pleine et pas seulement en écrivant. Oui, c'est vrai que ma vie, je gagne ma vie en écrivant et si je n'écris pas, je ne mangerai pas. Et ça, c'est grave. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de faire. J'aime voyager et pas seulement pour écrire quelque chose, mais pour découvrir des choses, pour avoir des expériences. Et parfois, ça traduit en littérature et parfois pas. Mais j'ai envie de faire beaucoup de choses et pas seulement écrire. Donc, s'il y a un espace entre deux livres, c'est comme ça. Heureusement, j'ai une maison d'édition qui est formidable, qui me permet de faire comme je veux. Et il y a d'autres livres qui attendent et qui peuvent être publiés entre Mississippi Solo, maintenant Mississippi Solo 2 et le prochain. Oui, parce qu'il y a 2 ou 3 livres qui ne sont pas sortis. Il y a Native Stranger, oui. Et South of Haunted Dreams. Ces 2 n'étaient pas publiés en français. Ah oui. Le second, c'est un livre sur un périple que vous avez fait en moto dans les États sudistes, c'est bien ça? Exact, oui. On vous souhaite une vie pleine, mais c'est vrai que c'est bien d'aider les dames, mais on aimerait que vous nous aidiez à passer des heures de lecture géniales en écrivant d'autres livres. Bon, je vais faire mon mieux. Voilà, et je ne peux pas promettre parce que je suis fainéant et souvent je mange. Souvent je mange. C'était une joie de vous avoir. C'était une joie. On vous souhaite une bonne bouffe ce soir. Voilà. Merci. et peut-être une prochaine fois. J'espère. À l'édition 2022 de Regard Noir à Niort. Si on m'invite, je reviens. Je pense qu'on vous invitera. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.